Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres. Le lancement officiel des activités de l'association Génération 50 d'Ekaï a eu lieu ce samedi 6 mars 2021 au CICB. Plus de 5 élections sont prévues au Mali d'ici le premier trimestre de 2022. À ce stade, qu'est-ce qui reste à faire par rapport à l'organisation? Pourquoi les dates exactes ne sont-elles pas encore connues? Élément de réponse avec Mamadou Djanka, juriste. C'était là pour vous le sommaire de cette édition. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir choisi LTV pour vous informer et bienvenue. Comme annoncé dans le titre, le Centre international de conférence de Bamako, CICB, a servi de cadre pour le lancement officiel des activités de l'association Génération 50 d'Ekaï. C'était au cours d'une conférence de presse qui s'est tenue ce samedi 6 mars 2021. Reportage à Sédou Sidibé, Djakarija Dameli. L'objectif de cette conférence de presse organisée par l'association Génération 50, G50, était le lancement officiel de ces activités afin de faire connaître largement auprès du public national de la région, des sympathisants et amis de Kaï, aussi de la diaspora, en présence de plusieurs grandes personnalités natives de la dite région. Vous savez, toute œuvre humaine est perfectible. C'est un premier événement qu'on a organisé. Il y a sûrement des lacunes et nous nous excusons auprès de tous ceux qui ont participé à cette cérémonie de quelques imperfections que nous avons. Mais on va se parfaire par la suite. G50, c'est une activité qui commence et qui ne s'arrêtera pas. Pour la simple raison que cette fois, cette association n'a pas été initiée à Bamako, mais ça a été initié par des gens installés à Kaï qui se sont organisés et qui sont venus nous voir. Contrairement aux autres organisations qui naissent et qui meurent avant. Ça, on a posé des diagnostics. On n'a pas le temps d'en parler. Mais le constat est clair, c'est que Kaï, malgré l'apport que Kaï fait au budget national aujourd'hui, Kaï est une région délaissée. Malgré les potentialités que Kaï a, Kaï est une région délaissée. Nous, Kaïsiens, comme on l'a dit, nous sommes des Maliens de Kaï. Nous nous comptons ni prendre des armes, ni organiser une rébellion quelconque. Nous nous battrons intellectuellement, par l'expertise que nous avons. Nous conseillerons le gouvernement afin que le gouvernement comprenne que Kaï peut être le moteur de développement de tout le pays. Et ça peut profiter à tout le pays. Malgré l'apport appréciable de la diaspora dans les besoins fondamentaux des ménages et des communautés, il importe de se pencher sur la recherche des solutions idoines, désœuvrement des forces montantes. Il s'agit de concevoir, financer et animer des entreprises de l'économie sociale et solidaire dans les filières porteuses des secteurs primaires, secondaires, tertiaires, de nature à les fixer sur leur terroir d'origine. Dans les jours à venir, voire dans les années à venir, nous voulons un développement global de la région de Kaï, particulièrement de façon générale de tout le Mali. Vous n'êtes pas sans savoir que Kaï fut d'abord la première capitale du Mali. Depuis le Haut-Sénégal jusqu'au Mali en passant par le Soudan, où les premiers intellectuels de ce pays sont des Kaï. Intellectuellement, Kaï est bien outillé. Pour le parrain de l'événement, les potentialités hydro-agricoles et aménageables de la région de Kaï seront valorisées de manière à atteindre l'objectif. Je suis très ravi de cette initiative. C'est un devoir de conscience parce que cette génération a beaucoup apporté au Mali et à Kaï. Donc, forte de son expérience, maintenant elle veut vraiment s'ancrer dans la société civile pour pousser les gouvernants à plus participer au développement durable du Mali à travers Kaï. Et ça, c'est important. J'ai toujours dit que Kaï a la possibilité d'être la locomotive du développement durable du Mali. Donc on va tout faire, que les différentes ressources minières, agropastorales, hydrauliques qu'il y a dans la région de Kaï, y compris le solaire, parce que les facteurs, le taux d'ensoleillement peut permettre à Kaï d'être une grande source de production d'électricité. Donc on va faire en sorte que tout cela contribue au développement durable de Kaï
et au développement durable de tout le Mali. L'événement a été immortalisé par des prestations d'artistes de la région de Kaï, Santutu Kanunte et Oumou Sako. Bon vent à l'association Génération 50. Également annoncé dans les titres, 5 mois après le renversement du régime d'Ibrahim Boubacar Keïta, les nouvelles autorités du pays promettent des élections générales en 2022 pour transmettre le pouvoir aux civils. Le débat sur les modalités d'organisation de ces élections, déjà âpre au sein de la classe politique malienne, a été relancé par l'annonce de la suppression de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Pour plus de détails, suivons Mamadou Djanka, membre du Front pour la sauvegarde de la démocratie, au micro de Madina Traoré et Roger Kanouté. C'est vrai que il reste un consensus d'abord pour commencer à trouver avec la classe politique sur comment organiser ces élections. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que la crise que nous connaissons depuis le mois de mai 2020, dont l'épilogue a été le coup d'État du 18 août 2020, est une crise post-électorale. C'était déjà notre deuxième crise post-électorale en moins de 2 ans parce qu'on avait déjà connu une autre crise électorale après la présidentielle de 2018. Donc forcément aujourd'hui, le préalable à tout ça, c'est de rassembler la classe politique pour qu'ensemble, tous les acteurs concernés, État, société civile, classe politique, tous ensemble conviennent sur comment aller aux élections. Qui doit organiser les élections? Quels sont les textes qu'il faut relire pour les élections? Qui doit organiser les élections? Je pense que dans un esprit de consensus, c'est ce travail préalable qu'il faut faire. Maintenant, au-delà de ça, techniquement, c'est vrai, les dernières législatives particulièrement, dans une moindre mesure, la présidentielle de 2018, nous a révélé des faiblesses de certains organes qui interviennent dans l'organisation des élections au Mali, à savoir la Cour constitutionnelle, le ministère de l'administration territoriale, la CENI et la délégation générale aux élections. Donc il y a lieu aussi entre les techniciens de voir comment améliorer ces insuffisances constatées lors des différents scrutins que le pays a connus il n'y a pas si longtemps. Donc si aujourd'hui il y a des urgences, moi je dirais qu'il y a d'abord la nécessité de se concerter pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire et puis rapidement trouver des solutions aux failles que nous avons constatées lors des derniers scrutins. Si mes informations sont bonnes, le ministère de l'administration territoriale avait déjà un pré-chronogramme, on peut dire, un avant-projet de chronogramme qu'ils avaient communiqué, qui prévoyait le référendum pour le deuxième trimestre 2021 et puis les élections générales à partir du dernier trimestre 2021 pour glisser sur 2022. Mais, comme je le disais au début de mon propos, c'était un pré-calendrier unilatéralement établi par le ministère de l'administration territoriale. Le fait qu'il ne soit pas issu de larges concertations impliquant les acteurs de la vie politique, vous voyez, le ministère même a été obligé de mettre sous éteignoir ces pré-chronogrammes et maintenant de revenir dans le cadre des concertations, notamment avec la reprise en main du dossier par le Premier ministre, son Excellence Mokhtar Ouane. Donc ça a été un rétropédalage du gouvernement pour qu'avec l'ensemble des acteurs, au moins ils puissent établir un calendrier. C'est-à-dire les élections, les enjeux sont tellement grands qu'on ne peut pas s'enfermer dans son bureau et décider unilatéralement qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Moi, je pense que c'est un moment de fête et qui dit moment de fête dit forcément l'implication des uns et des autres. Je pense que c'est ce postulat-là qui fait qu'aujourd'hui, on n'a pas encore un chronogramme définitivement validé. Je pense que les cadres de concertation commençaient déjà avec le Premier ministre et qui vont se poursuivre plus en détail au niveau des commissions techniques nous permettra très rapidement de dégager un chronogramme pour pouvoir faire ces élections, de sorte à investir un président démocratiquement élu le 15 mars 2022. Aujourd'hui, on veut tenir des élections en début 2022 pour pouvoir investir le président le 15 mars 2022. Je dis qu'il va falloir garder
mais améliorer l'architecture électorale que nous avons aujourd'hui avec les 3 structures qui sont la DGE, le ministère et la CENI. Parce qu'il y a une question qui fait débat. Effectivement, il faut poser le problème, c'est celle de l'organe unique d'organisation des élections. Matériellement, on n'a pas le temps aujourd'hui pour faire cet organe-là. C'est vrai, c'est une garantie pour la transparence des élections. C'est une forte recommandation du dialogue national inclusif. Mais aujourd'hui, au regard du nombre de textes à relire, au regard du temps qu'il faut pour opérationnaliser cette structure, les techniciens l'avaient déjà estimé au niveau du CARI. Le CARI, c'est le comité d'appui aux réformes institutionnelles que ATT avait mis en place et qui était présidé par le ministre Daba Diawara. À l'époque, en 2010, ils avaient estimé à 2 ans le temps minimum pour opérationnaliser cette structure. Donc aujourd'hui, si on veut forcément avoir cette structure, on risque de glisser vers une prolongation de la transition, chose qui n'est pas du tout souhaitable de mon point de vue. Donc aujourd'hui, l'idéal serait, effectivement, comme je l'ai dit dans mon propos, de corriger les lacunes que nous avons constatées en 2018 et en 2020, mais de porter les améliorations possibles pour pouvoir rendre le scrutin beaucoup plus transparent. Mais le facteur fondamental pour garantir la transparence, c'est vraiment trouver un moyen pour impliquer tous les acteurs politiques dans l'organisation des élections, de sorte que, voilà, quand les choses se passent devant tout le monde, c'est beaucoup plus facile de faire accepter les résultats. La CENI n'est pas dissoute en tant qu'institution, en tant qu'organe qui intervient dans l'organisation des élections. C'est une loi qui la met en place, elle ne peut être dissoute de cette manière. Par contre, le bureau sortant de la CENI, qui avait organisé, qui était là pour l'organisation de la supervision des élections de 2018, dont le mandat avait été prolongé pour les législatives de 2020, est arrivé à fin de mandat. C'est la loi qui dit que le mandat du bureau prend fin 3 mois après la fin du scrutin. Donc, si vous vous rappelez, les dernières législatives, on en a fini avec l'organisation au mois d'avril. Donc, théoriquement, avril, mai, juin, le mandat de la CENI devrait prendre fin. Donc, c'est une situation, un constat, une situation de fait que le gouvernement a constaté, effectivement, en mettant fin au mandat du bureau sortant de la CENI, qui était déjà arrivé, qui avait déjà expiré son mandat. Donc il s'agit de trouver rapidement, de nommer, les mécanismes de nomination sont prévus dans la loi qui crée la CENI, de nommer un nouveau bureau, de sorte que voilà, on puisse avoir une nouvelle CENI très rapidement pour pouvoir voilà, superviser le processus de préparation des élections, parce que beaucoup ne le savent pas, mais la CENI intervient très en amont dans le processus électoral, dans tout ce qui est supervision, l'établissement des listes électorales, le déploiement du matériel électoral. Donc la CENI a ce rôle-là qu'elle joue. Donc le gouvernement devrait rapidement nommer un autre bureau à la place du bureau dissous pour pouvoir rendre opérationnelle la CENI. Voilà, c'est tout pour ce journal d'information. Un grand merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur La Liberté Télévision.